Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Océane Rosemary et on se connaît grâce à l'émission sur France Inter présentée par Frédéric Lopez qui s'appelait On va tous y passer. Et c'est là où on s'est croisés et sympathisé. Et là, on a passé 1 heure, même plus, de parler de tout. En fait, on a parlé de tout, politique, son spectacle, son ancien spectacle qui s'appelle La lesbienne invisible, son spectacle actuel qui est très drôle, que j'ai vu récemment, qui s'appelle Chaton violent. On a même parlé, bien sûr, des bobos de Montreuil, parce que c'est là où on a enregistré ce podcast, chez moi, à Croix-de-Chavaux, parce que moi, comme tu vas entendre, je suis bien un bébé. Voilà quoi. Okay. C'était un test. Je t'ai testé pour voir si tu surveillais la petite lumière. Et j'ai gagné quelque chose. Tu gagnes du maté. J'ai gagné du maté. Ouais, je suis sur Mac comme tous les bébés. Ouais. Et je pense que c'est impossible d'être sur PC si tu veux être accepté vraiment dans notre société. Ah, il y a plein de cafés où je suis allé et ils t'acceptent pas si t'as pas un Mac. Ouais, tu rentres pas. Ouais, tu rentres pas. Bah, où ils crachent dans ton café. Ou ouais. Ouais. Donc ils sont des fois ils te font payer plus cher. Ils te servent pas. Ils te regardent, ils passent devant toi, puis ils te méprisent comme ça. Ouais, ils te regardent. Ils regardent ton PC avec mépris et ils vont à l'autre table pour prendre la commande. Ouais, et ils aiment te montrer comment leur marque est tellement chic et aérodynamique. Ouais, voilà. Et tu viens d'où? Moi, je viens de Paris. Je suis une vraie Parisienne, ce qui est rare. Hein. Je sais pas si t'en as rencontré beaucoup des gens qui sont nés à Paris. Ouais. Souvent, c'est banlieue. C'est même pas banlieue. Ne me parle pas des gens qui sont en banlieue. Province, en fait. Moi qui n'ai pas mon passeport banlieue, je peux te dire. Non, ouais, moi, Paris même. Mes parents eux-mêmes ont grandi en banlieue parisienne, mais donc je suis née à Paris. Leur parles quand même, tu l'acceptes. Bah, c'est des immigrés, quoi. Après, bon, voilà, moi je suis 2e génération. Ouais. Bon, disons qu'ils avaient les codes. Ils étaient pas trop loin, ils étaient accessibles en RER. Donc, du coup, puis à l'époque, c'était différent. Donc, moi, j'ai grandi au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement, rue Réaumur. Ah oui. Donc, à l'époque, d'ailleurs, je le dis en rigolant dans mon spectacle, mais c'est vrai, c'était hyper populaire. Ouais. Pourtant, c'était déjà à la limite du Marais, mais c'était pas du tout comme maintenant. Ouais. Et c'était un quartier, en fait, c'est en fait quand même à la limite du Sentier, quoi. Là où j'étais, rue Réaumur, au niveau entre la rue Saint-Denis et la rue Montorgueil, qui n'était pas encore piétonne et tout, c'était très populaire. D'accord. La rue Saint-Denis, c'était déjà que des prostituées toute la rue. Oui. Il en reste quand même. Il en reste quand même. Ouais, mais c'est hyper branchouille maintenant. Mais maintenant, c'est très très branché. Bah, ils ont tout rénové, ils ont tout fait piéton. Je savais pas qu'un Montorgueil n'était pas piéton. Ah non, au début, c'était juste le coin rue des Petits Carreaux, le début de la rue Montorgueil. Oui. C'était vraiment... c'était les prolétaires, quoi, on va dire. Il y avait le boucher, le charcutier, la boulangerie. Enfin, il y avait des commerces, mais des commerces prolétaires. Et tout le reste, c'est le Sentier. Donc, c'était un quartier avec beaucoup d'immigration de juifs, séfarades et Europe de l'Est aussi, avec les gens qui venaient bosser. Pas forcément légalement, d'ailleurs. Ouais. Mais, donc, c'était un quartier avec beaucoup d'immigrés, puisque nous, à l'école, on était rue du Sou, donc une petite rue à côté de la rue Montorgueil. Une école publique. On était les seuls, je pense, françaises, comme on dit, de souche, même si je trouve cette expression affreuse. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire avec des parents qui étaient français, qui parlaient français. Tu vois, tous les autres, je pense que leurs parents, ils étaient immigrés, quoi, quasiment tous. Oui. Ou 2e génération, 3e génération, mais enfin, plutôt, vraiment, tu vois. Donc, c'était très mélangé. Et ça t'a plu? Bah ouais, c'était génial, parce que du coup on était les premières de la classe avec ma sœur. Parce que forcément on avait tous les privilèges d'avoir des parents qui nous font lire des livres très tôt, qui nous apprennent à lire avant tout le monde. C'est complètement stupide, hein, mais en tout cas ça permet d'être bon à l'école, au moins au début. Ouais, bon, déjà tes parents parlaient français, voilà, c'est déjà, leur langue maternelle. À pas faire de fautes assez vite, et ils te corrigent déjà quand t'es petit, avec une règle. Le subjonctif. Donc forcément ça crée un vrai privilège. Et après je suis restée dans Paris
avec un parcours assez malheureux de collège-lycée, parce qu'après j'étais dans le privé, j'étais très malheureuse, et j'étais inadaptée, je changeais tous les 2 ans d'endroit, c'était horrible. Tu penses que c'était parce que c'était privé? Parce que j'étais un peu en crise. J'ai fait ma crise d'ado pendant très longtemps, quoi. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 11 ans et. Moi, je suis toujours en train de le faire. Non, non, c'est pas vrai. Ouais, donc du coup, c'était toute cette période-là était difficile, et en plus d'être dans le privé, dans des trucs assez austères, durs. Moi, j'ai fait. En France, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, une fois que t'es dans le privé, tu peux plus revenir dans le public, quoi. C'est vrai? Ouais, ou alors ils te mettent dans le truc pourri tout au bout. J'ai essayé une fois de revenir. Parce que j'allais dire que j'ai fait 1 an de privé, j'ai détesté. Ouais. C'était vraiment une mauvaise expérience. Et je suis revenu au public l'année d'après. Ouais. Je savais pas que tu pouvais pas revenir. Disons que t'es un peu traité comme un salaud, quoi. Comment ça s'appelle les gens qui abandonnent la guerre un déserteur. Tu vois. C'est ça, exactement. T'es le déserteur, donc on te propose d'aller à l'autre bout de Paris, dans le lycée le plus pourri, qui a le plus mauvais résultat au bac. Donc finalement, tu restes dans le privé. Et après, je suis partie, j'étais à la Sorbonne, après j'ai fait des études de lettres, et je suis partie, quand j'étais en maîtrise, je suis partie à Marseille. D'accord. Et je suis restée 10 ans à Marseille. 10 ans, quand même. Mais plus, quand même en alternance avec Paris, parce que. Et aussi avec les tournées, parce que je faisais de la musique à l'époque. Oui. Et donc, je faisais beaucoup de tournées. Finalement, j'étais très peu. J'étais vraiment très présente pendant 3 ans, et après, j'étais tout le temps en tournée. Et j'étais quand même beaucoup à Paris, parce que j'avais encore toute ma famille à Paris et tout. Donc, tu faisais quoi dans la musique? Je chantais, j'ai fait 3 albums. Ça existe, je peux aller sur Spotify le trouver? Je sais pas si on est sur Spotify, mais en tout cas, si tu tapes Ocean, O-S-H-E-N, tu trouveras des extraits. Ton nom de scène était Ocean, à l'américaine, à l'anglaise. Voilà, mais écrit avec une orthographe bizarre, D'accord. O-S-H-E-N. Et tu peux retrouver un clip, tu peux retrouver plein de trucs. Ah, cool. Et donc t'as eu du succès? Ouais, j'ai signé j'ai eu un peu tout petit succès, on va dire, plus vraiment d'estime, parce que j'ai pas vendu de disques, on peut pas dire que j'ai vendu vraiment des disques. Oui. Mais sur scène ça se passait bien, et il y avait déjà un côté un peu clown, tu vois, où je faisais presque 1/4 d'heure de sketch quasiment au milieu, tu vois, du spectacle. Ça faisait rire? Et ça faisait rire, Et les chansons étaient plutôt intimistes, moins drôles, donc j'avais un peu les deux. Et on me disait toujours que je devais choisir entre le côté intimiste ou le côté humoristique, et moi je voulais pas choisir, donc j'ai décidé à un moment de séparer les deux. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aussi les disques n'ont pas marché, c'est parce que c'était mélangé, il y avait des chansons très rigolotes et d'autres trucs hyper intimistes. Peut-être c'était pas clair, c'était pas clair, les gens étaient paumés, les radios voulaient pas programmer parce qu'ils comprenaient pas où ça allait. Et donc ça m'a pas aidé, en fait, vraiment, je pense. Après, du coup, sur scène ça m'a aidé parce que ça marchait toujours, j'arrivais à embarquer les gens, mais sur disque, ma carrière discographique était absolument catastrophique. Enfin, tu vois, j'ai dû vendre 100 000 disques, donc c'était pas. Et comment, qui t'a produit? J'étais chez V2 Music, qui est un label, qui était un gros label indépendant, qui a été ensuite racheté par Universal. Et c'est là que je me suis fait virer. Donc après mon 2e album, et là je me suis dit je vais faire un 3e album toute seule en autoproduction, comme j'ai envie, c'est-à-dire sans chansons drôles, parce qu'en fait ça me saoule de faire des chansons drôles. Et je vais vraiment me lancer dans la comédie, parce qu'en fait j'ai envie de ça, quoi. Comme je dis souvent, j'étais lesbienne assumée, comédienne refoulée, quoi. En fait, j'avais toujours voulu être comédienne depuis que j'étais petite. Et comme je faisais aussi de la musique, c'était une façon de tout faire moi-même, et surtout qu'on m'emmerde pas. Est-ce que pourquoi tu dis que les chansons drôles t'emmerdaient? Parce que t'as senti qu'il y avait une pression pour être drôle? Non, mais parce qu'en fait, artistiquement, les chansons rigolotes, entre guillemets, c'est rarement des belles chansons. Et moi, dans la musique, j'avais envie de faire des belles chansons. D'accord. Donc, la chanson rigolote, elle a une limite, en fait. Ça n'empêche pas qu'elle soit chouette, mais ça a une limite, je dirais, dans sa dimension artistique, en fait. Et je trouvais ça. Et quand j'ai eu cette idée, je crois que c'était vraiment la bonne idée de séparer les deux sans renoncer ni à l'un ni à l'autre, parce que comme ça j'ai pu aller à fond dans mon côté plus intimiste, plus spleen, tu vois, on va dire, avec le dernier album qui est pour moi mon meilleur album, alors que je l'ai fait sans maison de disque, mais peut-être aussi parce que je l'ai fait sans maison de disque. Et en parallèle oser dire ok, je vais faire des blagues, je vais monter sur scène, mais dans ce cas-là j'assume, et je fais pas juste 10 minutes en loose day entre deux chansons, mais je fais vraiment un spectacle entier drôle. Et puis j'avais pas prévu spécialement de faire du one man show, mais c'était j'avais 30 ans, personne me connaissait, quoi, j'étais dans la loose, franchement, tu vois. Et je dis ça sera plus simple pour les répètes, quoi, que je sois seule. Et puis je me suis dit il faut que j'ai quelque chose à dire, parce que
moi je suis pas très fan de stand-up en fait, tu vois, que c'est juste pour trouver la meilleure vanne et tout, c'est pas du tout enfin j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui arrivent à faire ça, mais moi je suis pas trop comme ça, je m'en fous un peu en fait, tu vois, j'aime bien j'aime bien faire rire les gens, mais j'aime bien surtout les faire rire sur des choses qui peuvent voilà, qui a du sens, un message, une profondeur. Voilà, qui fait réfléchir, que ce soit pas juste de la vanne, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, de quoi je pourrais parler et je me suis dit, je vais parler de l'homosexualité féminine, puisque c'est vraiment le sujet, finalement, dont je me retrouve à parler le plus souvent, parce que les gens posent souvent les mêmes questions. Et dès que t'es dans une soirée, que tout le monde est un peu bourré, les gens se lâchent et te disent mais alors, je comprends pas. Tu t'es ouvertement gay depuis longtemps depuis quelques années, je dirais, Donc c'est quelque chose que tous tes amis connaissaient. Tout le monde le savait, c'est pas. Professionnellement, j'en parlais pas forcément dans mon album, dans mes albums. J'ai pas revendiqué d'être une chanteuse lesbienne parce que mes chansons parlaient de choses générales, d'amour et tout, donc j'avais pas vraiment besoin j'étais pas dans un truc militant et j'avais pas envie forcément à ce moment-là encore d'être identifiée à tout prix lesbienne, parce que je trouvais que c'était pas le propos de mon travail. Et puis après c'est des choses qui évoluent aussi dans le temps, où quand tu t'assumes plus et tu te rends compte que ça a en fait du sens justement d'en parler. Mais ça m'a pris du coup quelques années, tu vois. Et donc là j'ai décidé d'écrire La lesbienne invisible. Et ça a été le début de quelque chose d'important. Tu l'as écrit toute seule ? Je l'ai écrit toute seule, et ensuite j'ai travaillé avec Muriel Magellan, qui a été ma metteur en scène de ce spectacle, qui m'a aidé à réécrire des petits sketchs, des choses, à restructurer surtout. Donc on appelle ça de l'écriture, mais même si c'est moi qui écrivais les blagues ou les situations, mais elle m'a aidé à réorienter le spectacle aussi pour qu'il soit plus large, qu'il soit moins communautaire, qu'est-ce qu'il était peut-être un peu plus au début. Mais vraiment le projet c'était de faire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes sans jamais avoir osé le demander, quoi. Donc un spectacle pour les hétéros. Et c'était mon ambition de départ, et en réalité quand je l'ai fait je me suis rendu compte que je le faisais aussi pour les lesbiennes, pour la communauté, parce que il y avait rien, que moi-même j'avais souffert d'avoir aucune représentation ou en tout cas aucune représentation juste ou positive. Il y avait toujours des caricatures, tu vois, tu te rends compte que les gens ont des clichés vachement dans la tête, quoi, sur les lesbiennes, parce qu'ils connaissent pas. Et il n'y avait pas à l'époque de lesbiennes en France connues qui étaient ouvertement lesbiennes ? Non, il y avait Amélie Mauresmo, la tenniswoman. Mais bon. Muriel Robin. Muriel Robin, elle l'a dit très tard en fait. Elle l'a dit récemment. Alors qu'à l'époque où elle était hyper star connue, ça aurait fait beaucoup de bien qu'elle le dise. Mais enfin, voilà, après chacun fait ce qu'il peut. Et tu vois, je pense qu'elle était dans des angoisses personnelles. Et peut-être même professionnelles. C'est quelqu'un aussi, de très angoissé comme ça. Donc je pense qu'elle n'a pas eu le courage, ou c'était trop pour elle, je pense. Donc elle l'a pas dit. Du coup, non, il y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Après, tu sais, t'es un peu au courant, tu sais que telle chanteuse américaine. Mais bon, tu vois, c'était toujours un peu un truc. Aux États-Unis, il y a eu vraiment un mouvement de outing qui a été beaucoup plus fort. Même chez les humoristes. Chez tout le monde. Chez tout le monde, chez les artistes en général. Mais en France, on est toujours très en retard sur ces questions-là, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de lesbiennes qui sont venues au spectacle. Et donc, c'était marrant parce que moi, on m'a dit, mais fais attention, ne mets pas le mot lesbienne dans le titre. Des pros qui m'ont dit ça, parce que ça va te fermer, ça va être communautaire. Et en France, il y a une espèce c'est très mal vu, quoi, de faire même le mot communautaire est hyper péjoratif, tu vois. Donc moi j'ai dit non, parce que justement c'est un mot lesbienne, personne n'ose le dire, les gens rougissent, même les lesbiennes elles aiment pas ce mot. Pourquoi? Donc je voulais comprendre ça, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est mon interprétation, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est ce que je pense, que en fait le mot lesbienne, les gens l'emploient très peu, et l'endroit où il est le plus employé, c'est dans les moteurs de recherche sur YouPorn, un site de cul. Et en fait c'est le premier moteur de recherche. Donc ça veut dire que les mecs, c'est un truc qui est vraiment, tu vois, qui les fait fantasmer à mort. Deux filles qui font l'amour ensemble, mais dans un imaginaire en fait hétéro, quoi, tu vois, du mec qui va se taper de nana, quoi. Donc en fait je me suis dit en fait c'est un mot qui est hyper sexualisé, alors que normalement lesbienne ça détermine juste une orientation sexuelle, donc c'est pas une façon de faire l'amour, ou c'est pas, tu vois, une perversion, tu vois. Et donc j'avais envie de réhabiliter ce mot et de le remettre à sa place, et qu'il puisse être dit simplement et pas être obligé de dire homosexuel, qui est un mot presque médical, tu vois, officiel, ou gay qui est très neutre et qui est plus garçon, tu vois.
Donc voilà, et donc et en fait je regrette pas du tout parce que j'ai mis ce mot dans ce mot dans le titre du spectacle. Bah du coup j'ai eu la communauté qui est venue, il y a eu un bouche à oreille très fort, et j'ai eu une salle remplie tout le temps. C'est un très bon titre. Bah, justement avec le mot invisible, c'est l'histoire du mot lesbienne, c'est que c'est invisible quoi, et que les lesbiennes sont invisibles, donc c'est sûr que c'était assez juste déjà. Et donc je me suis retrouvée, après ça s'est fait tout seul, un peu comme ça, de façon pas accidentelle, parce que j'ai désiré jouer ce spectacle, mais je pensais que j'allais faire, je sais pas, 10 dates, 20 dates. Déjà, je trouvais ça super. Quand on m'a proposé de faire 12 dates, j'étais là, what, 12 dates, tu vois. Et après, j'ai un copain qui m'a aidé, qui a produit un peu. Et après, on a trouvé un autre producteur. Enfin, ça s'est enchaîné, mais comme ça a duré 4 ans et demi finalement. Et je me suis retrouvée à dire, tu vois, quand tu vas dans une soirée, qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, moi, mon identité c'était chanteuse, tu vois, parce que voilà, sauf que là j'avais plus de label, j'avais plus de concerts, et je jouais ce truc qui marchait super bien, donc je dis je crois que je suis comédienne, mais tu vois, c'était pas. Au début j'étais assez complexée, enfin, tu vois, je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait telle école de théâtre, ou joué dans plein de trucs, l'école Florent, voilà, l'école Florent. Donc du coup mais je pense que j'ai fait mes armes aussi sur scène avec ce spectacle, et que Bon, en fait, j'avais déjà une conscience de la scène parce que je faisais de la musique et que je faisais déjà le clown et que j'avais fait en fait beaucoup de théâtre enfant, adolescente. Mais bon, après c'est vrai que c'est autre chose de porter un spectacle du début à la fin. C'est sûr. Mais bon, moi je pense que mes écoles c'est la scène quoi. Voilà. On apprend en faisant. Et finalement j'ai fait je crois que j'ai fait 550 dates avec ce spectacle, tu vois. Donc t'as eu du succès tout de suite en fait. Tout de suite et tout le temps en fait. Ça c'est jamais, ça c'était super. À Paris, parce qu'après en province c'était très compliqué, beaucoup plus dur de le vendre, beaucoup plus dur. J'imagine. Aussi parce qu'il y avait le mot lesbienne dans le titre, et donc encore une fois ça fait très peur. Est-ce que tu avais l'impression en faisant des dates en province que quelque part tu étais en train d'ouvrir les yeux j'ai eu l'impression que le spectacle était encore plus nécessaire en province. J'ai regretté de pas l'avoir, de ne pas avoir pu plus le jouer. Parce que j'ai senti à quel point, justement, pour toutes les filles en province où il y a vraiment un tabou très fort, qui se sentent seules et tout, qui n'y a pas forcément comme à Paris où tu peux aller dans des bars. Voilà, en province, c'est quand même plus dur. Et là, j'ai senti que ça résonnait vraiment, quoi, que c'était super fort et l'accueil était dingue. Et t'avais des filles qui habitent à la campagne qui faisaient 250 km pour venir au spectacle de la ville la plus proche, tu vois. C'est hyper émouvant. Enfin, tu sens qu'il y a un besoin, en fait, vraiment de parler de ce sujet et tout. Et donc du coup en faisant ce spectacle j'ai pris conscience que c'était quand même militant de monter sur scène et de parler d'orientation sexuelle et de minorité en fait tout simplement, même si je l'ai fait sans vraiment penser à tout ça. Donc j'ai commencé à avoir une conscience féministe qui s'est forgée, militante pour les droits LGBT, à moi-même comprendre aussi que je pouvais avoir de l'homophobie intégrée, parce qu'en fait on n'en parle pas souvent, mais chez les gays il y a un tel rejet finalement, même s'il n'est pas nommé, même s'il n'est pas formulé, mais dans cette homophobie bienveillante, ce que j'appelle l'homophobie bienveillante, c'est-à-dire les clichés, les phrases qu'on te sort, les petits trucs, les petites questions, font que finalement tu as une vision de l'homosexualité comme quelque chose de moins bien que l'hétérosexualité. Donc tant que tu ne luttes pas, tant que tu ne le formules pas, c'est quelque chose qui te dévore un peu de l'intérieur. Tu veux dire quelque chose un peu inconscient. Ouais, c'est une homophobie que tu intègres en fait, et parce que elle est là, elle est présente. Et comme je sais pas, si par exemple tu parles avec des amis, moi ça m'est arrivé, ils te disent non mais moi j'ai aucun problème avec les homos, enfin franchement, mais c'est vrai que si mon fils il est pédé, ça me ferait un peu chier quoi. Ah bon, mais alors si ça te fait chier, c'est que tu trouves que c'est moins bien. Mais non, mais c'est pas ça, mais j'aurais peur que, t'aurais peur que quoi? En fait c'est à cause des gens comme toi que peut-être il aura des problèmes. Et tout ce travail là finalement, quand toi t'es pas un moment vraiment en train de te confronter à ces questions, c'est normal, tu as des réflexes comme ça, quoi. Et en fait, même les homos peuvent avoir ces réflexes-là. Donc, c'est en faisant ce spectacle que j'ai découvert tout ça. Aussi, par exemple... Donc, c'est une belle manière d'exorciser. En fait, c'est ce truc un peu inconscient chez toi. Ouais, tout à fait. Refouler. Alors, j'avais une longueur d'avance par rapport aux gens qui ne s'étaient jamais posé la question. Mais malgré tout, même par rapport à moi, c'est vrai que, du coup, j'ai franchi un cap, on va dire, dans mon désir de
dans mon affirmation, en fait, dans mon affirmation de militante. Ouais. Parce que jusque-là, je disais, voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Et puis là, tout d'un coup, je dis non, il faut mener des luttes, il faut en parler, il faut, tu vois. Ouais. On a une responsabilité en tant que gay, enfin, tu vois. Donc j'ai commencé à être casse-couille, quoi. J'ai commencé à faire chier. Et aussi en tant que féministe, parce que je me suis rendu compte que moi, j'étais féministe sans le savoir, juste parce que je suis une nana qui ouvre sa gueule et qui joue pas. Mais quelque part, tu tombes dans le titre de féministe juste parce que tu as osé monter sur scène et en parler. Voilà. D'un coup, on le met dans ce case-là. Ouais. Donc, je me suis approprié aussi ce truc-là et je me suis posé les questions Enfin, j'ai découvert un peu les différents mouvements féministes et il y en a plusieurs en fait. Donc à un moment j'ai dû me positionner quoi. C'est-à-dire que quand tu deviens un peu médiatisé, que tu représentes entre guillemets, tu représentes une communauté, oui et non, mais disons que comme j'étais un peu une des seules lesbiennes outées, bon, tu te retrouves un peu porte-parole quoi. Et donc tu dois faire super gaffe à ce que tu dis et y a pas bon. Après ça reste que mon opinion personnelle, tu vois, je parle pas au nom de tout le monde, mais enfin bon quand même quand il y a eu le débat sur le mariage, j'avais envie d'assurer en fait juste de dire les choses. Donc t'as senti cette pression en fait de toute la communauté un peu sur tes épaules. Bah moi je me la suis mise en tout cas, c'est-à-dire que je voyais bien que j'étais une des seules lesbiennes un peu out et médiatisée, donc je voulais pas dire de conneries en fait, juste parce que je savais que il y avait des gens derrière qui comptaient un peu sur moi ou en tout cas voilà. Donc à partir de là ça m'a mis, tu vois, du plomb dans l'aile comme on dit, tu vois. Je me suis dit bon ok, il faut que je me responsabilise, que je sache ce que je dis, pourquoi. Et donc à partir de là j'ai commencé aussi forcément à m'interroger sur des questions plus larges des minorités en général. Parce que, bon, dès que tu es sur des questions de féminisme, tu vois, tu arrives à la question de l'intersectionnalité, c'est quoi la lutte des classes, tu vois. Est-ce que tu te positionnes dans un anticapitalisme parce que finalement, ça veut dire quoi être féministe? Ça veut dire que les hommes dominent les femmes, mais c'est dans un système de l'économie de marché aussi. Enfin, tu vois, tout d'un coup, ça ouvre sur plein de questions, et donc, c'est quoi le mariage? Et donc, la prostitution? Et donc, les racisés? Et donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec... plein de questions passionnantes en plus. De mettre en fait toute la société en question. Exactement, et de tout d'un coup regarder les choses un peu d'un autre angle, quoi, qui est pas juste un angle complètement autocentré et personnel. Et là, donc, j'avais dit que je ferais pas d'autres spectacles après La Lesbienne Invisible, parce que pour moi, j'avais dit tout ce que j'avais à dire, parce que je considérais que mon identité, c'était mon identité homosexuelle, et que c'était ça, ma lutte, mon combat. Donc voilà, j'ai fini mon spectacle gentiment il y a un an. Bah parce que disons que j'avais l'impression que j'avais fait le tour quoi de ce que je devais dire. Et en fait mais tu remplissais encore. Pourquoi pas continuer, pourquoi pas faire encore plus de tournées? Bah parce que j'ai fait 4 ans et demi quand même hein. Donc j'en avais un petit peu marre et puis à un moment faut s'arrêter quand même, je pense, faut faire autre chose. Et j'ai un projet de long métrage qui est en cours là, donc je voulais me concentrer aussi sur... Que tu as écrit? Que j'ai coécrit avec Cyprien Vial, un réalisateur qui vient de faire son premier film là, qui s'appelle Bébé Tigre. Et on travaille depuis 2 ans, plus de 2 ans sur ce scénario. Donc je me suis dit, voilà, je faisais un peu de radio et tout, donc voilà, j'avais fait un peu le tour. Et en fait... en travaillant à la radio, en réfléchissant à tout ça, en allant un peu plus loin dans mon positionnement et dans mon envie de m'engager sur certains sujets, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de trucs à dire, que j'avais envie de dire plein de choses et que j'avais beaucoup de colère sur plein de sujets, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, j'ai eu l'idée l'été dernier d'écrire Chaton violent, parce que je me suis rendu compte que là, j'avais parlé de ma communauté d'adoption, qui était le milieu lesbien, mais que je n'avais pas parlé de ma communauté d'origine, qui était donc ce que j'appelle les BBB, les bons blancs bobos. Donc, en gros, les gens qui sont de gauche, qui sont un peu intello, un peu diplômés, et qui se trouvent super. Se trouvent super cool, qui s'aiment vachement et qui culpabilisent sur plein de trucs, mais qui quand même sont dans un système de privilèges qui continue à faire exister parce que ça les arrange bien quand même. Et c'est vrai qu'avec la gauche au pouvoir, ça a été quelque chose aussi tout d'un coup où je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes.
enfin, que c'est pas parce que c'est la gauche qui est au pouvoir que tout va bien, quoi. Et que tout d'un coup, la gauche, c'est quoi la gauche, en fait? Et le PS, est-ce que c'est vraiment la gauche? Moi, j'avais toujours appris, tu votes PS, quoi. Mes parents, c'était comme ça, tu vois, enfin. Donc, je réfléchissais pas. Pour moi, c'était très simple, quoi. Je me posais très peu de questions. Et tout d'un coup, je fais, ah bon, mais en fait, la gauche, c'est tout pourri. Le PS, c'est en fait, je sais pas, Hollande, il nous a promis, nous, aux lesbiennes, la PMA, la procréation médicalement assistée, on l'a pas eu. Ouais. Il a dit que son premier ennemi, ce serait la finance. Je vois pas trop la lutte, là, je la vois pas. Et tout d'un coup, tu dis, ah bon, mais tu vois, t'es hyper déçu, quoi. Mais le mariage a fait quoi pour toi? Le mariage, si tu veux, c'est une étape qui était quand même, à mon avis, assez évidente et qui était importante, mais qui est pas suffisante. Oui. Parce que si tu continues... Enfin, sur la question des enfants, c'est-à-dire que c'est ça, le vrai sujet, il est là, en fait. Donc, déjà, quand tu vois les difficultés qu'ont eu les nanas qui ont déjà des enfants à adopter leur enfant, entre guillemets, qu'elles n'ont pas porté, mais qui est quand même leur enfant, et qu'il y a même des gens qui ont été rebootés, quoi, qui se sont fait rejeter... comme on dit, qui ont perdu, quoi, qui n'ont pas réussi à adopter leur enfant, tu te dis, putain, c'est honteux, quoi. C'est-à-dire que la loi, elle est friable quand même, elle n'est pas très claire. Oui. Donc, le mariage, c'était très bien, mais enfin, quand tu vois qu'on était... il y avait déjà 12 pays en Europe, je crois, qui avaient déjà fait ça depuis longtemps, on était des retardés, en fait. C'était juste ça, notre problème, quoi. Donc... et après, sur la PMA et la GPA, n'en parlons pas, c'est très compliqué, quoi, la gestation par autrui pour les couples d'hommes. C'est carrément un sujet encore tabou, donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Et du coup... Pourquoi tu penses que la France est pas en premier? Parce que la France aime se voir comme leader sur plein de sujets. Mais pourquoi, avec ce sujet-là, à ton avis, la France n'est pas un leader? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la France est réac. La France est très réac. Il y a une nostalgie du passé. On est quand même un pays très ambigu. On n'a pas été très clair pendant la guerre. On parle toujours des résistants, on est très cocorico, on est très narcissique en fait. La France est très fière d'elle-même, mais enfin, elle a quand même un passé et même un présent, comme on le voit en ce moment, colonial, néocolonial, extrêmement violent, impérialiste, tu vois, qui fait qu'il y a les problèmes qu'il y a aujourd'hui qui viennent peut-être aussi de ça. Ouais, judéo-chrétien aussi. Et avec une morale et avec un système d'élite et vraiment de préservation des élites qui est pas du tout pour moi un vrai modèle. Et en plus avec cette espèce d'intégrationnisme qui est en fait hyper présomptueux, quoi, hyper prétentieux, tu vois, c'est-à-dire en gros la France t'accueille, mais si tu fais comme nous, quoi, si tu deviens comme nous, quoi. C'est un pays d'accueil tant que tu respectes un certain nombre de règles, à savoir nous dire toute la journée que en fait notre modèle c'est le meilleur et que tu veux être comme nous, quoi. Donc ça a marché à peu près sur une première génération d'immigration qui étaient hyper reconnaissants et tout ça, puis après qui ont vu qu'ils sont fait complètement avoir et qu'ils ont ramassé la merde et fait les boulots de merde et qui vivaient dans des espèces de conditions hallucinantes. Quand ils commençaient à demander d'avoir l'égalité, de vraie égalité. Et que leurs enfants soient traités comme les autres enfants, et là tout d'un coup, non, ça n'a pas été le cas. Et je pense que pour les banlieues, il y a une colère très grande sur le mensonge en fait de la gauche et toute l'époque Mitterrand en fait, et tout ce fantasme SOS racisme, tout ce fantasme intégrationniste qui finalement n'a pas vraiment eu lieu. Et aujourd'hui évidemment il y a de la violence, puisqu'il y a encore trop de discrimination à l'embauche, trop de contrôle aux faciès, trop de blancs à l'Assemblée nationale, trop de blancs partout, quoi. Enfin, dans tous les lieux d'élite et de pouvoir c'est des blancs, donc à un moment on s'en rend compte, quoi, ça va pas. Ça va pas parce que ça veut dire qu'il y a un problème à la base, à la source. Et à partir de là, tu vois, j'ai eu envie de parler de ça aussi, quoi. Parce que je me suis rendu compte que finalement, déjà j'ai pris conscience de ce qu'on appelle le privilège blanc, tu vois, qui est une notion qui est aux États-Unis, je pense, très évoquée depuis longtemps, très connue, où je pense que voilà, les gens savent que blanc c'est aussi une couleur et que c'est qui va avec plein de privilèges. En France, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas encore très exploré, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, quoi. Et donc je me suis dit, mais c'est pas normal que moi finalement je me rende compte de ça aussi tardivement. J'aurais pu continuer ma vie comme ça sans me rendre compte, et finalement c'est parce que j'ai été lesbienne et que donc j'ai été minorée et que donc j'ai été un peu prise de haut et que donc je me suis fait des potes racisés, des noirs, des arabes qui m'ont dit mais nous c'est pareil, tu vois, et qu'on a vu des points communs, que moi du coup ça
ça a développé une solidarité en fait de ma part. Et aussi ça t'a forcé à explorer la marge, le raisonnement de notre société. Voilà. Et le fait d'être mis de côté, ça fait que tu te mets à regarder, tu te dis ah mais c'est chelou en fait, on n'est pas, je suis pas à égalité avec les autres en fait, je suis pas à égalité, je suis pas traitée pareil, je suis pas vue pareil. Et donc tout d'un coup t'as un élan de fraternité, je dirais, avec des gens qui sont pour d'autres raisons dans la même situation que toi. Donc du coup et là tu te rends compte que c'est bien plus grave, c'est-à-dire que il y a quand même, tu vois, entre être gay blanc et être femme gay blanche, bon ça il y a déjà deux raisons d'être discriminée, mais d'être juste femme musulmane tu vois, ou noire et même homme noir, c'est moins bien déjà, enfin tu vois, tu peux faire je pense que t'as plus de galères quoi. Voilà. Qui marque des points sur toi. Donc je pense que, et donc je me suis rendu compte que finalement, déjà en étant moi-même minorée et marginalisée, j'étais quand même dans une situation de privilège dont j'avais peut-être pas en fait suffisamment conscience, et donc j'ai eu envie d'en parler et j'ai eu envie de faire un spectacle là-dessus, et aussi sur l'hypocrisie qu'il y a dans mon milieu, quoi, tu vois, où finalement on est toujours en train de dire qu'on n'est pas raciste et tout, puis en réalité voilà, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple dans mon spectacle de Exhibit B, l'exposition c'était un exemple flagrant, quoi. J'avais déjà commencé à jouer et j'étais obligée de rajouter ce sketch parce que c'était fou, c'est-à-dire que t'avais tous ces gens qui sont des gens de gauche, qui travaillent dans la culture, voilà, le musée, le théâtre, tu vois, qui a accueilli cette expo, qui est vraiment la vraie gauche, tu vois. Enfin, ça reste un mec blanc, tu vois, qui dirige le truc, bon. Mais bon, qui est dans un quartier où il y a que des noirs, que des arabes, machin. Et tout d'un coup, qu'accueille une expo en disant c'est génial, c'est antiraciste, c'est pour combattre l'horreur, tu vois, se remettre en question et tout. Et en réalité, quand t'as des noirs qui te viennent et qui disent mais non, mais cette expo c'est insupportable pour nous, quoi, elle est raciste, et de toute façon votre théâtre il est raciste, il y a un racisme structurel, et tout d'un coup qui se mettent à évoquer des sujets hyper intéressants quand même, tu vois, et importants. Là, on leur dit, mais vous êtes débiles, vous avez rien compris. Mais ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces noirs, quoi. En fait, tu vois, c'est ça. Je vais un peu vite, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Et finalement, s'il y a eu des manifs et tout, c'est parce que en fait les gens qui ont voulu juste avoir un dialogue, et moi je les ai rencontrés, les gens du collectif anti-Exhibit B, au départ ils voulaient juste avoir une prise de parole, un échange, que l'artiste vienne, qu'il y ait vraiment une possibilité de débat, et que les médias aussi s'intéressent à leurs paroles, et ça n'a pas été le cas, ils ont été balayés et tout, donc il restait que la rue, et à un moment il te reste que la rue, et puis là il y a les flics qui viennent, et puis là ça dégénère, et puis t'as des mecs qui se font taper dessus, puis ça devient fou, et ça devient hyper raciste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que tu vois que c'est un racisme vraiment structurel, c'est-à-dire que c'est pas c'est des gens pleins de bonnes intentions, qui se considèrent, qui se vivent pas comme racistes eux personnellement, mais qui à un moment ne peuvent pas se remettre en question, quoi. Ils sont incapables d'entendre que peut-être il y a un problème. Parce que quelque part, juste de mettre le titre je suis de gauche, ça implique que j'ai pas besoin de me justifier. Exactement. Et puis je suis de gauche, je suis cultivée, je dénonce quelque chose, cette exposition m'a émue, donc finalement mon émotion prévaut sur l'émotion des gens qui sont quand même concernés par le racisme tous les jours, dans leur chair, dans leur, tu vois, dans leur vie quotidienne, dès qu'ils sortent de chez eux. C'était tellement, c'était exactement le sujet de mon spectacle, quoi. Donc j'ai rajouté ce sketch-là. C'était impossible de passer à côté, quoi. Et là encore, tout le temps, là j'ai toujours un moment où je garde la liberté pour réagir sur l'actu. Et là, par exemple, cette semaine, on a eu l'élève à Charleville-Mézières qu'on a empêché de rentrer à l'école parce qu'elle avait une jupe trop longue, et que c'était une jupe islamique, tu vois, alors que c'est une jupe qui habille à 2 €, tu vois. Et bon, oui, d'accord, la fille est musulmane, oui, la fille est voilée, mais elle enlève son voile quand elle arrive. Mais tu peux pas empêcher une gamine d'aller à l'école parce que sa jupe est prosélyte, quoi. Enfin, c'est un délire, tu vois ce que je veux dire, ça devient délirant. Et donc, je suis obligée de réagir parce que c'est tellement le sujet, tu vois, c'est tellement le sujet. Nous, c'est l'universalisme, tu vois, ça c'est très français, on est universaliste, on a des valeurs, c'est vraiment, tout le monde doit être, tu sais ce que c'est que l'universalisme, c'est vraiment, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est juste des humains, on est tous égaux, c'est ça au départ, l'universalisme, donc c'est une valeur très forte, très belle. Mais aujourd'hui, l'universalisme, c'est en gros, alors tu te voiles pas, non, alors ta jupe, faut pas qu'elle soit trop longue, alors toi, si tu pratiques, t'es trop pratiquant, on te regarde, on va un peu te surveiller et te regarder de travers. Enfin, en fait, c'est un universalisme où en gros, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit comme nous. Tu vois, c'est l'universalisme, c'est nous, soyez tous comme nous. Mais à la limite, si tu veux, dans ce cas-là, qu'on revienne à l'uniforme. Tu vois, à la limite, je préfère encore un système où il y a un uniforme. Il y a plein de Français qui aimeraient remettre. Mais pourquoi pas, en fait, tu vois, dans ce cas-là,
au moins on fait pas semblant, quoi, tu vois. Au moins c'est honnête, quoi. Même avec l'uniforme, tu peux toujours, au fond, tu sais très bien qui a de l'argent, qui n'en a pas, qui est musulman, qui ne l'est pas. Mais bon, enfin, tu vois. Mais là, c'est un uniforme, c'est l'uniforme de la fausse laïcité, quoi, laïcité 2.0, comme je l'appelle, tu vois, où c'est plus on respecte chacun dans ses convictions, mais c'est, en fait, il faut être juste comme ci ou comme ça et pas trop déborder, quoi. Il y a des choses, il y a des endroits où on a peur, quoi. Donc, idéalement, tu penses quoi? Tu penses que ça serait bien d'avoir des uniformes, ou tu penses, un peu comme les États-Unis, tout le monde devrait pouvoir, parce qu'aux États-Unis, tu t'habilles comme tu veux. Bah ouais. Tu peux pas arriver avec un bikini, mais sinon, tu t'habilles comme tu veux. Moi, je suis plus pour ça. Et pour que les gens soient pas jugés sur leur apparence et soient pas jugés. Mais en même temps, tu arrives aux États-Unis ou avec les gens qui ont des frics, qui arrivent avec de basket qui vaut 200 euros, dollars, et d'autres gens qui... Ça te gêne pas, ça te va. Je pense que ça, de toute façon, ça existe. C'est-à-dire que je pense que même avec un uniforme, tu auras la basket, la dernière Nike à 200 euros, et l'autre, il aura des baskets Carrefour, quoi. Enfin, tu vois, non, ils font pas de baskets chez Carrefour, mais tu vois, des baskets... Le faux Adidas, tu vois, des supermarchés. Donc, de toute façon, on le saura, quoi. On le saura, et puis il y en a un que son père va venir le chercher en Porsche, et puis l'autre, il va prendre le bus. Donc, est-ce que vraiment il n'y a pas une espèce d'hypocrisie aussi, tu vois, sur ce truc-là? Donc, je trouve ça plus intéressant de laisser chacun être qui veut être et au niveau des signes religieux. Et au niveau des signes religieux, je suis désolée, mais la laïcité, la loi de 1905, c'est une loi qui protège chaque individu et qui lui donne la liberté d'exercer son culte. Donc en gros, tu dois pas avoir de signes religieux dans les gens qui incarnent l'institution. Donc ça peut être des profs, ça peut être des proviseurs, tous les gens qui travaillent pour l'État. Mais les élèves ou les accompagnants ou les mères qui accompagnent une sortie scolaire, depuis quand une mère qui accompagne une sortie scolaire ne doit pas avoir un voile, quoi? C'est du délire. C'est du délire, et c'est en fait de la stigmatisation d'une religion en particulier. Et moi, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave, et qu'on arrête avec ce délire de, en fait, on est menacé par l'islam. Enfin, non, on n'est pas menacé par l'islam, quoi. On est menacé de se prendre un retour de bâton de tout ce qu'on a foiré depuis 30 ans avec nos post-colonies, qui font qu'il y a des gamins tellement désespérés qu'ils partent en Syrie, quoi. Parce qu'on n'est même pas foutu de faire qu'à l'école, tu vois, on arrive à leur transmettre et qu'ils arrivent à se dire qu'ils auront peut-être du boulot ici, quoi. Tu vois. Donc à un moment, tu vois, je dis pas que il faut pas lutter contre le terrorisme, bien au contraire, mais il faut quand même reprendre les choses à la base, quoi. De quoi ça vient, quoi. Enfin, c'est nos enfants, je veux dire, c'est notre pays, quoi. En fait, ce que je trouvais très bien dans ton spectacle, justement, c'est d'arriver à faire un spectacle très drôle sur ce sujet. C'est pas évident. Et vraiment, tu nous as fait beaucoup rire, vraiment, avec un sujet qui est tellement d'actualité et tellement sensible. Et ça, c'était une grande réussite. Mais ça t'a pris longtemps de l'écrire? Non, ça m'a pas pris longtemps, en fait. Je l'ai écrit assez vite parce que j'ai commencé à y réfléchir au mois de juillet l'année dernière. Puis j'ai vraiment écrit... 6 mois après avoir arrêté Lesbienne Invisible? Ouais. J'ai fini la saison en radio, mais j'avais du coup un peu de matière, des idées un peu avec des chroniques que j'avais faites. En faisant mes chroniques. Et du coup, je l'ai écrit, je dirais, entre août-septembre, quoi, en 2 mois, quoi. Enfin, j'avais déjà des notes, tu vois, en juin, juillet, et puis j'ai vraiment... Donc du coup, ça a un peu débordé. D'un coup, quand tu commençais à créer ça, tout est sorti. Et là, du coup, c'était beaucoup trop long. Au début, j'avais une version qui était 2 fois plus longue. Donc, mon metteur en scène, Michael Chirignan, on a d'abord beaucoup bossé à la table. Et il m'a aidé à enlever. Parce que c'est dur, tu sais pas. C'est souvent le meilleur cadeau en tant que co-scénariste, c'est d'enlever. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui écrivent, qui sont plutôt et qui n'ont pas assez de matière. Moi, j'ai plutôt très prolixe, donc j'ai plutôt trop de choses. Et puis à un moment, après aussi en les disant à l'oral, tu vois que c'est trop long, que ça fait chier. Et tout. Donc j'ai tout raccourci, quoi, parce que sinon j'aurais pu faire déjà 1 heure sur les chats avec toutes les anecdotes que j'avais. Peut-être le troisième spectacle, ça sera les chats. Ça m'étonnerait. Et puis du coup, voilà, on est arrivé à une forme au début qui faisait 1 heure, 1h05, et puis maintenant c'est plutôt 1h20, 1h25, parce que j'ai rajouté des choses au fur et à mesure. Mais
mais du coup, je l'ai écrit assez vite parce que je pensais des choses que j'avais en moi. Et puis les personnages, je crois qu'ils sont marrants parce que je les connais vraiment, quoi. Ouais. La fille qui s'installe à Montreuil et qui met tu vois, du bambou et qui peint sa maison en rouge. Et c'est des gens que je ton connais, pote quoi. à Marseille aussi, c'était... Mon pote à Marseille, l'espèce de hipster qui est sûr que tout tu vois, le monde l'attend à Marseille et puis qu'en fait il se prend un gros râteau par des cagoles. Voilà, les cagoles, j'ai traîné, je les ai vues, quoi, tu vois, pendant 10 ans que j'étais à Marseille. Donc du coup, c'était des personnages qui étaient assez simples à travailler parce que je les avais en fait déjà. Je les connaissais bien. Je les connaissais bien et donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont marrants aussi parce qu'on les voit, quoi. On voit que même si j'exagère, bien sûr j'exagère, mais c'était pas, finalement parfois pas si loin que ça de la réalité, j'exagère à peine, quoi. Et du coup, c'était ça le but. En fait, j'avais peur que le spectacle soit pas marrant, parce que moi-même, finalement, tu vois, quand je parle comme ça, c'est pas du tout marrant. Chaque fois que je fais une interview, on me dit c'est pas drôle en fait. Si, je vous jure, c'est marrant. Mais c'est toi qui est drôle aussi. L'écriture est drôle, mais toi, tu étais vraiment très drôle, tu joues très bien. Bah, merci. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait le cours. Moi, je suis un peu sceptique des écoles, surtout d'humour, quoi. Mais justement, tu as vraiment fait vivre ces personnages-là. Et donc, c'était ça qui était très, très cool, quoi. Tu étais vraiment très drôle. C'est cool. En tant que comédienne. Et du coup, voilà, au départ, c'est des choses qui n'ont pas l'air marrantes, mais en fait, c'est quand même marrant parce que c'est sur, tu vois, la mauvaise foi des gens, c'est sur, tu vois, la nana qui est finalement une femme de mon enfance qui adore sa femme de ménage, qui la trouve géniale, qui la trouve merveilleuse, qui la valorise vachement, qui lui parle un peu arabe, parce qu'il sait dire choukran, et tu vois. Et en fait, mais qui se dirait jamais que ça peut être vraiment son alter ego, quoi. Vraiment, c'est sa femme de ménage, donc tout va bien tant que c'est sa femme de ménage. Mais en réalité, elle l'adore, elle la trouve super, mais il y a une condescendance, il y a un mépris de classe, en fait, qui est très fort. Et ça, c'est des gens que j'ai tellement vus, tellement, tu vois. J'adore Fatima, je l'aide, mais ses enfants sont extraordinaires, ils ont tellement de talent, mais en fait, jamais elle se dit que c'est quand même l'équivalent de ses enfants à elle, quoi. Donc c'est vrai que c'est des personnages qui sont venus assez facilement. Et puis voilà, c'est vrai que les sujets qui sont importants pour moi depuis quelques années, je trouve, qui représentent très bien cette hypocrisie-là, c'est vraiment la prostitution et le voile. Parce que c'est des sujets qui clivent les féministes, parce que justement, à vouloir défendre les femmes à tout prix, tu peux soit les infantiliser, soit dire qu'il faut qu'elles soient autonomes, et donc ça donne des points de vue très différents, par exemple sur la prostitution, parce que soit tu veux les hyper protéger, donc tu veux l'abolition à tout prix de la prostitution, et tu veux pénaliser le client pour que les mecs arrêtent d'aller voir des putes, et dans finalement un système d'idéaux, parce qu'on est tous d'accord, je crois, pour dire que ce serait bien qu'il n'y ait plus de prostitution. Après, est-ce que c'est réalisable? C'est pas certain. Est-ce que tu penses que le modèle de Pays-Bas est un bon modèle? Est-ce que tu penses... C'est quoi la solution, à ton avis? En fait, la solution... alors moi, je me suis du coup pas mal intéressée à cette question, et il y a plein de gens qui me détestent maintenant, tu vois, sur Twitter et tout, qui me harcèlent, parce que justement, je suis dans une position qui n'est pas la pensée dominante, qui pour moi est justement extrêmement, en fait, infantilisante et en fait condescendante, c'est-à-dire des féministes blanches plutôt de milieu aisé, même si elles peuvent être issues de milieux populaires, mais enfin qui ont un job et qui sont bien, qui viennent expliquer que en fait les putes, il faut les protéger, il faut les sauver, il faut punir le client, il faut... Bon, ok. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces nanas, elles n'écoutent pas les prostituées. Parce que pour moi, le problème, et c'est comme pour le voile, et c'est comme pour nous les gays, quand il y a eu le débat sur le Pax, c'est des gens qui parlent à notre place. Et ça, c'est insupportable, en fait. C'est insupportable. C'est-à-dire que c'est vraiment une attitude de blanc dominant. C'est-à-dire, je sais mieux que toi, en fait, je vais t'expliquer. T'as des problèmes, et je vais t'expliquer pourquoi t'as des problèmes. En fait, tu sais pas que t'as un problème, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi, tu vois. Et comment le résoudre. Donc, en fait, c'est des sujets qui ont l'air très différents, mais qui sont assez équivalents dans le traitement, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir une émission de télé, tu vas voir sur les invités, sur la prostitution, peut-être de temps en temps une pute, mais c'est même pas sûr, quoi. Tu vas voir un psy, tu vas voir un religieux, tu vas voir un homme politique. J'ai jamais vu une prostituée à la télé. Voilà, il y en a deux, trois, tu vois, et qui sont mes potes d'ailleurs, et qui sont... Bon, bref, mais tout ça pour dire que pareil, sur le voile, on a des débats tout le temps, tout le monde parle du voile, mais où sont ces femmes voilées, quoi?
On leur donne rarement la parole quand même. Ouais. Alors que finalement, donc on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi sur les musulmans, on dit n'importe quoi sur le voile toute la journée. On explique tout le temps que c'est des victimes, des pauvres filles. En gros, c'est ça quand même, tu vois, sous la domination masculine. Mais moi, j'ai des copines voilées, je peux te dire qu'elles sont sous la domination de personne. Elles ont décidé, parce qu'elles ont aussi envie de dire, allez, tous vous faire foutre. Ah ouais, je suis rebeu. Bah attends, je vais être plus rebeu que toi. Ouais. Enfin, tu vois, je vais être plus rebeu que ce que tu me renvoies. Ouais. Et je m'approprie le stigmate. Comme nous, ah ouais, je suis gouine. Bah attends, je vais me raser la tête, connard. Tu vois ce que je veux dire? C'est, bien sûr, c'est réactif aussi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que dans plein de familles, moi je parle quand même avec beaucoup de militants et qui sont musulmans et qui sont aussi dans leur entourage avec des gens des filles qui se voilent, c'est souvent des filles jeunes avec une mère qui est pas forcément voilée et tout, donc c'est aussi une réaction à un système français hyper oppressif qui fait que ça devient politique et que ça devient une revendication politique et qui donc est hyper respectable quoi, et qui est je trouve même hyper cool en fait, tu vois. Donc je dis pas que c'est que ça et c'est des sujets sensibles parce que tu peux pas généraliser, mais ça reste aussi en réaction. En fait, idéalement il faut qu'on arrive à quelque chose qui est ni soumis, ni en réaction, ni en rebelle contre. Il faut que ça soit justement... Bien sûr, mais t'as aussi des nanas qui décident de se voiler parce qu'elles sont, c'est leur façon d'être pratiquantes et que, puis que c'est leur problème, tu vois. Donc après, c'est des sujets, je le sais, très complexes parce qu'il y a toujours des contre-exemples et que si tu prends l'exemple de la prostitution ou des femmes voilées, dans les deux cas, il y a des filles qui n'ont pas choisi, bien sûr. La prostitution, c'est encore plus complexe parce que dire choisir, c'est absolument débile parce qu'on ne choisit pas de travailler, tu vois, autant on peut choisir de se voiler, c'est secondaire, je dirais, dans la survie, mais travailler, c'est pas secondaire, c'est qu'il faut bouffer. Donc la notion de dire est-ce que des prostituées ont choisi de faire ce métier, c'est débile parce que personne ne choisit de travailler, tu vois, faut arrêter avec ce mensonge. Donc après, tu fais le travail que tu peux, quoi. Tu fais le travail que tu peux. Mais dans une fille qui est caissière au Monoprix, elle n'a pas choisi de travailler, ou quelqu'un qui travaille à l'usine qui fait les 3-8 n'a pas choisi de faire ce métier. Et on va pas lui dire est-ce que vous avez vraiment choisi de faire les 3-8 ? Bah non, je suis prolétaire, quoi. J'ai pas de diplôme, j'ai que ça. Enfin, tu vois. Donc tu vois, il y a vraiment une confusion sur des fausses questions, quoi, qui sont très présentes. Et après, moi, ma position, c'est de dire j'écoute ces personnes, j'écoute ces personnes et celles qui s'organisent et celles qui se politisent. Mais si en écoutant ces gens, il y a de tout, il y a tous les exemples. Il y a des prostituées qui font ça parce qu'ils peuvent pas faire autre chose, ils sont dans la misère totale, mais il y a aussi des femmes qui disent bon, moi je sais mes options et moi je préfère faire ça. Il y a des exemples, même si c'est pas. Oui, mais après sur la question de la pénalisation du client, là c'est très clair, il y a eu 95% des putes qui ont dit cette loi nous précariserait encore plus. Donc à un moment, il n'y a pas de discussion pour moi, tu vois. C'est-à-dire que, oui, on veut tous sortir de la prostitution, oui, il faut réussir à faire en sorte que les mecs arrêtent d'être violents, mais c'est pas les clients spécialement, c'est les mecs en général. Enfin, il y a des meufs qui se font buter tous les 2 jours, qui sont violées par leurs mecs. Enfin, je veux dire, les problèmes de violence conjugale, les problèmes de violence des hommes sur les femmes, c'est pas un problème qui concerne que les putes, enfin, tu vois, faut arrêter, quoi. Et les putes qui sont les migrantes, en tout cas, elles, les peurs qu'elles ont, quand tu leur demandes de témoigner, elles ont peur des flics, de l'institution. En fait, alors, les 3 premières peurs, enfin, c'est pas les clients. Les clients, ils arrivent en 4e, tu vois, ils arrivent après. C'est quand même un problème. C'est quand même chelou. C'est quand même bizarre, pour moi, d'avoir peur des flics. Moi, j'ai pas peur des flics, quoi. Pour moi, les flics, enfin, tu vois, en théorie. Et même dans mon vécu personnel, dans ma situation de privilège, les flics, si j'ai un problème, j'appelle les flics, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ils sont là pour me protéger, tu vois. Parce que dans mon histoire, ils m'ont protégée. Ce qui n'est pas leur histoire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec les flics, en fait, tu vois. Et que nous, on l'a pas vu, ça, tu vois. On n'est pas au courant, quoi. Et il y a des histoires sordides, tu vois. Donc, et plus avec des flics qu'avec des clients. Bon. Donc à partir de là, tu vois, il y a un problème. Il faut quand même entendre ça. Donc après, qu'elle l'ait choisi ou pas choisi, il faut qu'elle puisse se défendre. Qu'elle l'ait choisi ou pas choisi, il faut qu'elle puisse travailler dans des conditions où elles ne vont pas justement tomber sur un malade mental qui va les égorger, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc si, à un moment, appliquer la pénalisation des clients, ça les précarise encore plus, ça les éloigne des centres-villes, ça leur donne des conditions de travail encore plus précaires, ça va pas. Même si on a le même idéal, donc à un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et pour moi, c'est ça, écouter, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas dire s'inventer que les putes ont choisi d'être putes. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ce débat-là. On est au-delà de ça. On est dans une histoire de droit, de syndicat, de possibilité de s'organiser, d'être autonome. Mais pour moi, être féministe, c'est dire aux femmes,
aider les femmes à être autonomes. Et c'est dire aux femmes voilées, c'est pas dire c'est bien le voile. Moi, je trouve pas ça bien le voile, j'ai pas envie de me mettre un voile. Enfin, tu vois, mais j'en ai rien à foutre de mon opinion personnelle. À un moment, ces femmes-là sont discriminées par la société française, par l'État. Elles subissent des violences tout le temps. Ben, ça va pas. Ouais. Et si même moi, si je suis anticléricale et que je suis anticultuelle et que voilà, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, moi, et j'en vois plein, elles viennent à mon spectacle, toutes les féministes blanches là, qui sont. Et elles sont là, mais moi, le voile, je supporte pas. C'est vraiment la femme soumise par l'homme. Non, mais on s'en fout, on n'en est pas là. Et à un moment, c'est elles qui vont décider de se dévoiler, c'est à elles de se dévoiler, c'est pas toi qui vas aller les dévoiler, sinon c'est du viol, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste, faut être. Moi, je suis pragmatique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pragmatique. Et oui, dans un monde idéal. Plus aucune femme ne serait prostituée, plus aucune femme ne serait voilée, plus aucun homme ne serait violent avec des femmes. Bon, ok. Alors, on fait quoi pour y arriver? Idéalement, ouais. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. Et en attendant, c'est pas le cas, donc qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le moins problématique possible, quoi? Ouais. Donc, du coup, mais je me bats beaucoup, hein, parce que quand tu défends ces positions-là, t'es pas majoritaire, hein, donc... Ouais. Parce que finalement, de dire oui, on va interdire le voile pour libérer toutes les femmes, tu vois, on est universaliste, c'est génial, la France, c'est les siècles, les Lumières, je sais pas quoi, tout ce bullshit là, mais. Est-ce que tu trouves que la scène est une manière où tu es complètement libre à parler de ce sujet? Parce que je sais que tu as fait un peu quelques émissions où tu en parles, mais ça reste la télé. Est-ce que tu as l'impression que la scène, c'est l'endroit où tu es le plus libre? C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit pour moi. C'est le seul endroit où tu es aussi libre. Parce que en télé, t'as pas le temps. T'as pas de temps de parole. Donc tu peux pas t'expliquer. Et il suffit que tu dises un truc pas très clair. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au Grand Journal. J'ai évoqué Dieudonné, mais laisse tomber, je me suis fait défoncer après sur Twitter et tout sur les réseaux sociaux parce que j'ai juste dit le mot Dieudonné, quoi, qui est déjà dire. T'as dit quoi, que le fait de censurer son spectacle, sur le censurer? Non, j'ai dit qu'il posait la question de la liberté d'expression quand il disait je suis Charlie Koulibaly et que c'était une provocation et que c'était pas inintéressant parce que en effet, à un moment où tout le monde était là, liberté d'expression, lui il dit ça et il se fait tomber dessus. Donc ça, c'était très ironique. Moi, je trouvais ça très ironique. Moi aussi. Et moi, je pense que c'était. Après, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'était de la provoque pour dire ah bon, liberté d'expression, bah attends, regarde, je vais dire ça, tu vas voir, tu vas pas supporter. Bah ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc après, bah voilà, j'ai découvert qu'il fallait pas parler de Dieudonné. Si tu parles de Dieudonné, c'est que t'es louche tout de suite. Donc je me suis retrouvée à me faire traiter d'antisémite le lendemain, tu vois. T'es un peu genre, hein, quoi, je comprends pas. On parlait juste d'un sujet, enfin, tu vois. Donc maintenant, je vois que l'espace médiatique, il est complexe, quoi, parce que faut faire super gaffe à ce que tu dis. T'es vite mal interprété, les gens en plus ils regardent à moitié en faisant autre chose, donc si tu fais une phrase un tout petit peu subtile et ils retiennent que les deux mots clés, tu vois, Dieudonné, pas inintéressant, boum, ah ok, d'accord, c'est la meuf de Dieudonné, ouais, ok, elle est antisémite, tu des trucs horribles, quoi. Et du coup, comme c'est des sujets compliqués justement qui demandent du temps pour expliquer ses positions et tout, je me rends compte que la scène, même si je vais pas aussi loin que ce que je te dis là sur scène, puisque je fais pas une tribune politique, je fais un spectacle d'humour et puis qui parle de questions plus larges, mais quand même je peux dire ce que je veux, quoi. Après les gens peuvent aussi se tirer au milieu du spectacle s'ils sont pas d'accord. T'as eu des gens qui sont partis? Non, pour l'instant ça va, j'ai des gens qui font vraiment la gueule quand je parle de la laïcité, parce que tu sens que c'est vraiment le sujet qui est très difficile. Tu reçois moins de rire à ce moment-là ou... En fait, ça dépend. Il y a des fois où, au contraire, je sens que les gens sont trop contents. Et je pense que plus ça va, plus les gens se passent le mot sur le fond. Et donc, c'est plus des gens qui sont un peu quand même d'accord avec moi, qui viennent. Donc, ils sont hyper heureux d'entendre cette parole-là parce que finalement, elle est très peu audible, en fait, dans l'Ouane et puis dans l'espace médiatique aussi. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont un peu surpris, qui s'attendaient pas à ça et qui se tendent, quoi. Je sens qu'ils se tendent un peu, quoi. Est-ce que tu as peur que les gens dans ton spectacle, ça reste que le BBB, finalement? J'ai peur, mais j'ai la foi. Parce que j'ai eu peur aussi pour la lesbienne invisible. Enfin, peur, c'est un bien grand mot. Parce que c'est déjà bien, mais pour la lesbienne invisible, je voulais vraiment aussi que ce soit mélangé, parce que j'étais hyper contente
de pouvoir donner un spectacle lesbienne qui parle d'elle et tout, et c'était cool. Mais si j'arrivais pas à faire un tout petit peu bouger les lignes, tu vois, et les préjugés... Que c'était pas que les lesbiennes qui venaient à... du coup, ça aurait été un échec. Et à la fin, vraiment, c'était hyper mélangé. Donc je sais que c'est long. Est-ce que tu commences à voir de plus en plus de minorités qui viennent voir ton spectacle? Ouais, ça commence, depuis le début, en fait, hein, mais après, c'est encore, je dirais, trop peu, quoi, tu vois. Ouais. J'aimerais que ce soit plus mélangé. Je trouve ça encore trop blanc. Mais je sais que ça va prendre du temps, et que c'est normal que ce soit des bébés qui viennent aussi, parce que c'est leur langage, au sens, tu vois, leur code, quoi. Ouais. Donc c'est déjà bien. Ouais. Et puis du coup, s'il y a des gens qui savent faire un peu réagir, même si ça les gratte un peu, ben c'est bien, quoi, parce que tu vois, je suis pas là que pour jouer non plus que pour des gens qui sont déjà d'accord avec moi sur tout, sinon. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Tu savais quand que tu étais drôle? Que j'étais drôle? Ouais. Mais pourquoi l'humour, par exemple? Tu vois, il y avait apparemment, même quand tu faisais de la musique, il y avait un côté drôle. Ouais. Mais moi, je te dis, quand j'étais enfant, je faisais du théâtre à l'école et tout, et j'étais déjà un peu un clown. Ouais, j'étais un peu un clown. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs, moi je suis au milieu. Oui. Et après, ma mère s'est remariée, elle a eu 2 autres enfants. Oui. Et on a une sœur adoptive cambodgienne qui est venue vivre chez nous quand j'avais 10 ans. Donc t'as 2 sœurs et 2 demi-sœurs? Ouais, et il y a une demi-sœur, un demi-frère. Et une sœur. D'accord. Ouais. Et toi, t'as su quand que t'étais drôle? Je cherche encore. T'es pas sûr? Je suis pas encore sûr. T'es pas certain? Non, je sais pas. Vraiment, c'est quelque chose. Ouais, j'avais toujours une petite voix en moi qui disait, quand je regardais le stand-upper, n'importe quel humoriste, il y avait toujours une petite partie de moi qui disait, tu pourrais peut-être faire ça. Ouais. Et donc, il n'y avait pas un moment clé, tu vois, mais il y avait toujours une petite tendance, et bien sûr aussi, petit, j'étais assez clownesque. En fait, mon frère et moi, il était le clown blanc et moi, Auguste, c'est ça? Ouais. Donc, c'est moi qui courais partout pendant que lui était très neutre. Et... donc oui, je sais pas, c'est peut-être aussi, c'est difficile à savoir à quel point c'est le rôle de notre famille qui a été donné à nous, tu vois, c'était pas forcément un choix, parce que mon frère déjà, il a pris la place de l'intello, l'aîné, l'intello, tu vois, donc celui qui était sérieux, et donc moi, ce qui restait, c'était la place, celui qui était mignon, celui qui était plus marrant, tu vois, du coup, c'était ça, la place que j'ai bien rempli. Ouais, complètement. Et bien sûr, recherche d'amour, quoi. Ouais, c'est une manière. Mon frère était trop intelligent, je pouvais pas me battre sur son. C'est tout pareil que moi c'est pareil. Tu vois, et donc du coup, ma tactique était justement l'humour. Quand tu commençais à faire le truc sur scène, les gens commençaient à rire. Il y avait un moment que tu te disais, je suis à ma place. Ouais, en fait, quand j'étais sur scène, déjà, je me suis dit, je suis à ma place. Oui. Déjà, quand j'ai fait la chanson. Oui. Mais c'était le fait d'être sur scène après. C'était peut-être pas la musique, mais je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Quand j'ai fait mon premier concert. Et j'avais 21 ans. Mm-hmm. Et là, je dis, ok, je sais que c'est ça, quoi. Je n'ai plus de doute. Et après, ça s'est transformé dans la forme. Et l'humour, bon, je savais après que j'avais un potentiel, en fait, enfin que j'aimais, en tout cas que j'aimais ça, quoi. Tu avais ce truc même dans tes amitiés? Ouais. Tu étais celle qui était drôle ou c'est un outil que tu utilisais souvent? Ouais, complètement. Ouais. Oui, c'était un truc qui a toujours fait partie de ma vie, donc de raconter des histoires et tout ça. Et après, mais après c'est marrant parce que la lesbienne invisible, je me suis dit non mais en fait c'est pas un spectacle drôle, personne va rire, en fait c'est un spectacle pour expliquer les lesbiennes et tout. Et donc quand j'ai joué la première fois et que les gens étaient morts de rire, j'en revenais pas, quoi, parce que j'avais oublié moi-même que j'avais écrit un truc marrant, quoi. Et Chaton violent, ça m'a fait pareil. Je me suis dit non mais là c'est hyper politique, les gens vont pas aimer, les gens vont trouver ça sérieux, parce qu'au fond tu vois je suis habitée par des questions très sérieuses. Et je me suis dit on va pas rire, quoi. Et puis après voilà, j'ai joué. Et ça a rigolé tout de suite, tu vois. Mais on contrôle pas complètement ça, tu vois. Moi, il y a des blagues sur scène, je sais pas si ça te fait ça, où tu sais pas pourquoi les gens rigolent. Et tu sais toujours pas. C'est-à-dire, un jour tu l'as fait comme ça, et là les gens étaient morts de rire,
Et donc maintenant tu le refais toujours comme ça, parce Ouais. que tu vois que ça marche, mais tu ne sais pas pourquoi c'est drôle. Moi j'en ai quelques-unes. C'est un énigme. C'est une énigme. Et d'autres trucs qui te font hurler de Ouais, rire, que et personne- que personne rigole jamais. Et toi t'es là, mais vous êtes fous, c'est la meilleure Ouais. vanne du spectacle. Donc c'est mystérieux encore. Ouais. Voilà, ça m'arrive trop souvent même. À un point que je me dis, je connais rien à l'humour. Ouais, parce ouais, que ouais. je dis, ok, j'ai aucune idée. Je suis d'accord. Et je pense que peu importe, tu peux faire ce métier de dessiner et tu peux jamais vraiment Tu savoir contrôles pas, ce qui va faire rire. Non, tu contrôles pas. Et Il y a ça, un truc qui t'échappe, quoi. Oui. Et bon, c'est ça aussi, à la C'est fois, génial. c'est ce qui est magique aussi. Ouais, complètement. Là-dedans. En fait, c'est ça qui est intéressant, comme je t'ai dit par rapport à ton spectacle, c'est ça qui est très réussi, c'est que tu arrives à faire quelque chose de profond en essayant de faire quelque chose. En fait, c'est ça qui a été le déclencheur. C'est quand je me suis dit, qui fait que je me suis autorisée à le faire. C'est quand je me suis dit, quand j'ai vu le spectacle de Julie Ferrier, que tu avais peut-être vu, c'est Ferrier, qui est un spectacle qui est très drôle. Oui. Et qui est vraiment sur des questions métaphysiques en fait. Qui parle de la liberté, c'est quoi être soi-même, c'est quoi s'affirmer, c'est quoi s'affranchir. Mais si ça je te le dis, mais si tu vois le spectacle, juste tu penses pas à ça, juste tu rigoles. Et après, en y repensant, tu te dis ah putain, mais elle pose des vraies questions quoi, tu vois. Et ça m'a donné l'envie en fait, et même de voir Jamel aussi, parce que de me dire putain, Jamel il arrive à faire marrer des jeunes de banlieue et mon grand-père à moitié facho, tu vois, il arrive à fédérer quoi, tu vois, sur la puissance de l'humour, d'en dire des vrais trucs, mais que quand même tu rassembles les gens. Est-ce que tu as senti que l'humour avait un pouvoir encore plus fort que la musique avec ce genre quand tu veux être sur du contenu, ouais. Après, la musique, ça peut permettre aussi beaucoup de choses et de faire passer des choses, mais c'est plus des émotions que tu fais partager, en effet, avec une abstraction, et même s'il y a un message derrière, il n'est pas énoncé, quoi, aussi clairement. Alors que quand tu fais de l'humour, tu peux vraiment être très politique, finalement, et quand même rassembler des gens, quoi. Qui, a priori, sont pas du tout, tu vois. Mais moi, je le vois avec le spectacle, c'est trop marrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent le spectacle, qui sont morts de rire, ils sortent, c'était génial. Et là, on se met à discuter, tu vois. Mais vraiment à discuter, vraiment. Et là, ils sont désespérés, quoi. Carrément, ils voient que mes opinions, elles sont beaucoup plus trash, en fait, que... Tu vois, que, en fait, je vais plus loin que ce qu'ils ont, en fait, eux-mêmes interprété, quoi. C'est-à-dire que, quelque part, même si moi, j'ai l'impression d'être très claire dans mes positions sur scène, et ben, en fait, les gens, ils projettent aussi leurs trucs à eux, quoi. Et il y a un espace de liberté pour les gens aussi. Ce qui fait que, parfois, en fait, les gens, ils sont presque déçus en parlant avec moi, parce que je suis trop radicale, finalement, ou plus radicale que ce qu'ils pensaient, tu vois. Mais c'est ça aussi qui est beau avec une œuvre d'art, c'est que chacun a son interprétation et comprend quelque chose différent. Voilà, c'est ça qui est... Donc c'est très bien, en fait. Oui. Pour ça que je me dis que peut-être qu'il faut que je sois moins radicale en interview et tout, pour que les gens... pour pas fermer, tu vois. Je réfléchis à ça en ce moment. Peut-être qu'il faut que je sois moins dure... pour pas me fermer d'un public qui peut-être aimerait quand même le spectacle, même si ils partagent pas forcément toutes les opinions. Et en même temps, pour moi, c'est aussi le moyen d'être un peu médiatisé, de défendre des choses qui me tiennent à cœur. Donc, c'est délicat. Je veux pas rester dans le flou, quoi, tu vois, sinon ça sert à rien. Aussi, des fois, on n'est pas forcément médiatisé juste pour faire la promo de son spectacle. Si tu as un vrai message derrière, tu as envie de le transmettre. De transmettre. Tu commençais à parler de Jamel et Julie Ferrier, mais justement, je voulais savoir qui t'a influencé. Tu avais des influences assez importantes qui te donnaient l'envie de faire soit l'humour, soit la scène, ou soit justement de faire passer un message à travers la scène. Bah non, vraiment, c'est vraiment ces deux spectacles qui m'ont déclenché. Après, moi je connaissais pas trop le stand-up et tout, je connaissais pas trop, j'aimais pas trop ça. Et puis ce que je voyais, bon... En France ou aux États-Unis, non, alors voilà, je connaissais pas bien aussi les Américains, c'est pour ça que du coup je connaissais les trucs français que je trouvais pas génial. Après, j'aimais bien le premier spectacle de Gad Elmaleh, tu vois, mais je connaissais comme ça de loin. Moi, je trouvais ça cool, mais je m'identifiais pas en fait. Je me disais pas, tiens, je pourrais faire ça, parce que pour moi c'était autre chose, quoi. Que je savais pas faire et que d'ailleurs je ne sais toujours pas faire. Mais j'aimais bien Valérie Lemercier, tu vois. Il y avait quand même des intuitions, quoi, de trucs où je me disais, ah, il y a quand même un truc à faire, tu vois. Mais vraiment, je te dis, j'ai fait un one parce que je me suis dit que ça serait plus pratique et que ça coûterait moins cher, quoi. Vraiment, c'était pas genre
j'avais pas une vocation d'être seule en scène au départ, quoi. Au départ, je voulais faire du théâtre, être avec des gens sur scène, et ça m'est arrivé, en fait. Je me suis rendu compte qu'en réalité, peut-être, c'était quand même mon truc, parce que je suis control freak et que j'aime bien tout faire et décider, donc ça laisse peu de place pour d'autres gens avec moi. Mais ça changera peut-être. Moi, c'est ça. C'est sûr que une raison pour laquelle je voulais faire le stand-up, c'est que je dépends de personne, quoi. Ouais, c'est moi, j'ai fait mes études en cinéma, et donc après un moment, j'ai vu le cinéma, c'est chiant. Il faut une équipe, il faut dépendre plein de gens. Tandis que là, j'écris ce que je veux, je monte sur scène, je le fais comme je veux. Et aussi, le temps entre la chose que j'écris et la présentation à un public, c'est très court. C'est-à-dire, tu écris une idée, tu peux le faire de soi-même, quoi, tu vois. C'est ça. Et l'enlever le lendemain. Oui, c'est ça. Ça, le spectacle vivant, c'est extraordinaire pour ça, quoi. Et même en musique, j'aimais pas faire des albums, quoi, parce que tu figes un truc, tu stresses, tu sais que ça va être daté dans pas longtemps, la chanson, finalement, tu vas la rechanter différemment, peut-être dans 3 mois. Et j'ai détesté faire des disques. Alors que j'adorais être sur scène et chanter, tu vois, j'adorais ça, quoi. Mais tu chantes plus? Non, j'ai continué jusqu'à il y a pas très longtemps. J'ai créé un spectacle où je mélangeais des chansons et des textes de femmes, que sur les femmes, plein de femmes différentes que j'adore. Et puis après, j'ai été prise trop par la lesbienne invisible. Et puis voilà, donc je me suis pas acharnée. Je sais pas si j'y reviendrai. Enfin là, il y a des copains qui m'ont invité à faire un featuring sur une reprise, sur un disque qu'ils font de jazz, tu vois, des trucs comme ça, je le fais volontiers. Exceptionnellement. Vraiment, j'ai pas envie de m'y remettre. Et comment t'es tombé sur France Inter? Parce que finalement, malgré tout, c'est comme ça qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. Parce que tu étais là déjà chez Lopez l'année avant moi, non? Ouais, j'étais déjà là avant. En fait, j'ai commencé au Move. En fait, j'ai une copine qui a vu La Lesbienne Invisible, enfin qui n'était pas une copine à ce moment-là, et qui, elle, a monté son émission pour un été. Elle m'a demandé de faire des chroniques, que j'ai fait, ça m'a beaucoup amusée. Et après, le patron du Move de l'époque m'a embauchée pour faire l'année. Et ensuite, du coup... en tant que chroniqueuse. En tant que chroniqueuse, ouais. Du coup, après, j'ai rencontré... j'ai eu envie d'aller sur Inter, puisque j'avais plus envie d'aller sur Inter que sur le Move. Mais donc j'ai fait une année où j'étais dans 2 émissions sur le Move, et puis après du coup... Et tes chroniques à cette époque-là, c'était drôle ou c'était engagé un peu des deux? Ouais, un peu des deux, mais c'était quand même drôle, Avec, j'imaginais ma nuit avec un homme ou une femme, des femmes, tout le temps des femmes politiques surtout. Donc j'ai fait Marine Le Pen, j'avais fait j'avais fait tout le monde, quoi, avec toujours des histoires pas possibles, tu vois, délirantes. Et dans l'autre émission, je faisais un comparatif de 2 films. Donc je parlais de cinéma, parce que j'adore le cinéma et que je veux faire un film. Donc c'était cool. Je faisais par exemple un slasher movie, tu vois, je sais plus ce que c'était, Destination Finale 5 versus Mélancolia, tu vois. Je faisais des versus comme ça, avec des films comme ça très, très différents. Donc ça, j'adorais ça. Et voilà. Et après, donc, je suis passée chez Lopez sur Inter. Et donc, t'as senti la pression dans cette émission de changer un genre de chronique, d'être plus drôle, plus dans le van? Ouais, j'ai senti que déjà il fallait que je ralentisse. C'est pour ça que maintenant je parle très vite sur scène pour me venger de 2 ans de frustration à parler lentement, ce qui était déjà rapide. Et ouais, je sentais qu'il fallait quand même respecter un format, une efficacité. Une forme qui est contraignante, qui est un très bon exercice, mais qui était assez douloureux pour moi. Enfin, franchement, en plus je suis pas une vanneuse, donc il y a des fois où je crée des situations qui sont drôles, mais après en chronique c'est plus dur, Enfin, c'est autre chose, c'est plus dur, c'est autrement dur. Et moi je suis pas forcément douée pour l'exercice et j'ai du mal à rentrer dans le cadre, tu vois. Et j'ai du mal à faire des vannes et tout. Donc je me trouvais pas très bonne. Et en même temps, je m'amusais quand même, tu vois. Donc mais ça a été pas très... C'était bien de le faire, parce que ça m'a fait un peu connaître et tout. Mais ça a été surtout douloureux, en fait. C'était un exercice... Parce que ça se sentait pas trop, je te trouvais très bien. Ouais, je me trouvais jamais assez bien. Je me trouvais jamais à la hauteur, J'en souvenais toujours la plus nulle. Mais bon, après, j'étais contente de le faire quand même, mais c'était mais quelque part, peut-être ça t'a forcé à écrire des choses qui étaient finalement dans ton spectacle. Ça c'était génial, c'est que ça m'a permis de...
C'était un exercice. Parce que moi, j'ai du mal à juste écrire. Donc, quand j'ai un deadline, il faut créer 3 minutes drôles dans la semaine. Ça te fait bosser quand même. Ouais, ça te fait bosser, ouais. C'est du taf, quoi. Ouais. Donc c'est dur, je trouve ça dur, mais c'est bien. Mais c'est bien quand même, ouais. Donc je le referai. Là, je suis encore remplaçante dans le 5-7. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, je le fais. Mais là, ce qui est cool, c'est que dans le 5-7, le matin, tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc là, je peux vraiment être sur des trucs très politiques. Ouais. Et je suis pas obligée non plus de faire des vannes toutes les 2 secondes. Ouais. Et en fait, je m'éclate, quoi. Ouais. J'adore quand il m'appelle. Il m'appelle rarement, trop rarement. Mais ça me plaît parce que là, je fais un peu ce que je veux et que je peux être sur des sujets qui m'intéressent vraiment, quoi. Ouais. Alors que dans l'émission... de 11h où on était là, c'est vraiment créneau, on va rire, un peu, faut faire un peu l'invité, un peu c'est un peu boring, quoi, tu vois. Et t'es obligé de faire du grand public et penser à la ménagère, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup la ménagère, mais toujours qu'elle existe, donc. Tu vas faire ton spectacle jusqu'à quand? Là, je le fais jusqu'à fin juin à la Comédie des Boulevards, et après je fais Avignon, donc au Bélier cet été. C'est bien. Pendant tout Avignon, et après je reprends à Paris en octobre, mais je dis pas encore parce que c'est secret. D'accord, ok. Je vais dire à personne. Et alors moi je peux te poser une question. Est-ce que tu dévoiles déjà le prénom de ton futur enfant? Bien sûr que non. Voilà. Donc c'est un vrai bébé alors. Ouais, bien sûr. Non, mais le secret, quoi. Il faut garder le secret parce que j'ai l'impression que quand tu dis avant que le bébé naissent, soit né, les gens se permettent de dire ce qu'ils pensent. Tandis qu'après, ils n'osent plus. et je pense, je suis quelqu'un déjà qui a du mal à prendre une décision. Donc, déjà, si j'entends plein de gens qui disent ça c'est génial, ça c'est pourri, ça c'est, tu vois, je ferai ça jamais, tu vois, je donnerai jamais ce nom, tu vois, je serais trop susceptible à changer. Et de toute manière, c'est pas que mon choix, on est deux. Et donc, non, tu dévoiles pas. Bien sûr que non. J'adore. Mais vraiment pour cette raison-là. Comme ton aîné s'appelle Violette, on a déjà une piste. Bébé assez claire. On tombe directement dedans. On est à Montreuil, je sais bien. Les gens ne savent pas, mais on est à Montreuil. Croix de Chavaux même, n'importe où à Montreuil. Encore mieux. Pas n'importe où à Montreuil. Donc, de toute manière, en juillet, ça sera. Donc, l'information va filtrer à un moment. À un moment donné, normalement. J'attends avec impatience pour voir si je peux rajouter ton enfant dans mon spectacle, dans la liste des enfants de Montreuil. Tu peux. Je pense. Je peux te dire déjà que. Je pense que oui. Je pense que même si tu fais trois noms de top 3. A priori, tu vas tomber dessus. Et voilà la fin de notre conversation, Océane, Rosemary et moi. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller sur la page Facebook pour liker la page Donc Voilà Quoi Podcast, pour suivre toutes les actualités. Nous sommes aussi maintenant sur SoundCloud. Finalement, j'ai pris le pas pour pour faciliter l'écoute pour les gens qui n'ont pas un Mac, qui ne sont pas le BBB. Donc vous pouvez aller sur SoundCloud pour suivre le podcast. Aussi, moi, je joue tout le dimanche à 17h en français et à 18h30 en anglais à la nouvelle scène qui est sur une péniche devant Notre-Dame, et j'anime le plateau The New York Comedy Night chaque vendredi à 21h30 qui est un plateau de meilleur stand-up en anglais à Paris. Voilà.